Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là pour les 25 ans du Courrier des Balkans. Je suis Marion Rousset, co-rédactrice en chef du Courrier des Balkans et correspondante en Bosnie-Herzégovine. Et avec Amael Katarouza, président de l'association du Courrier des Balkans, on va animer ce webinaire et vous parler un petit peu de l'histoire du courrier depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Pour ce contexte d'anniversaire du courrier, on a eu envie de se présenter, puis surtout de voir aussi avec vous les coulisses un petit peu du courrier depuis 25 ans. Voilà. Alors, il n'y a pas tout le monde, malheureusement, parmi l'équipe des correspondants qui a pu participer ce soir à cause des différents emplois du temps, mais on a réussi quand même à être un petit nombre, avec certains qui sont là depuis les débuts du Courrier des Balkans, d'autres qui nous ont rejoints beaucoup plus tard et avec qui on pourra revenir tout à l'heure sur les différents aspects. Bien, ben voici l'introduction faite. Donc, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer ce webinaire, je pense qu'il faut revenir aux bases. D'où vient le Courrier des Balkans? Comment il est né? Et on va peut-être donner la parole tout de suite à Jean-Arnaud Derins, qui en a été le fondateur et qui est co-rédacteur en chef du Courrier. Oui, merci Amel. Alors, comment est-ce que le courrier est né? Le courrier est né au Monténégro en 1998, donc il y a effectivement 25 ans. Je crois que la mise en ligne des premiers articles s'est effectivement faite à la fin du mois de novembre 1998. À l'époque, je vivais à Tsatigné. C'était bien évidemment d'un point de vue technique une toute autre époque avec, pas seulement au Monténégro, mais également en France, des modems téléphoniques. Donc concrètement, il fallait composer un numéro d'appel pour essayer de se connecter. On essayait sur Cetinje, puis le soir c'était bloqué. On appelait à Podgorica, on appelait à Tivat, on appelait à Herceg-Novi, à Berne, on appelait à Vria. On essayait tous les numéros possibles et imaginables pour attraper un de ces modems téléphoniques. À l'époque, il y avait, je dirais, un Internet qui n'était pas plus mauvais a priori au Monténégro qu'en France, mais qui était en tout cas le Monténégro de 1998. Donc, il n'a pas grand-chose à voir avec celui d'aujourd'hui. Pour revenir à l'idée même du Courrier des Balkans, elle était née quelques mois plus tôt, quand je m'étais installé au Monténégro avec un collègue, Sébastien Nouvel, au début de l'été, au printemps 1998. Et un jour où nous allions au Kosovo, nous étions arrêtés pour manger au col de Tsarkvine, qui est, alors pour ceux qui connaissent un petit peu le Monténégro, c'est après, quand on a remonté tout le canyon de la Morača, quand on prend la route depuis Podgorica pour monter vers le nord du pays, vers Kolašin, il y a ce col de Tsarkvine, et là, il y avait une auberge avec, on l'appelait nous l'auberge de l'ours, il y avait une grande peau d'ours qui accueillait les visiteurs, elle a fermé depuis, et là donc on a bien mangé, on a eu cette idée comme ça de dire, ben, ça serait chouette de créer un média parlant des Balkans à un public étranger. Alors on avait bien sûr en tête un petit peu Courrier International, mais l'idée était de faire quelque chose de plus directement lié aux réalités des sociétés de la région, sans filtre en quelque sorte, d'essayer de faire entendre plus directement la voix de ces sociétés, avec cette idée aussi de créer un outil de solidarité professionnelle avec les médias indépendants. Alors les médias indépendants à l'époque, c'était relativement simple, c'était les médias qui s'opposaient au régime nationaliste au pouvoir aussi bien en Serbie qu'en Croatie ou dans les autres pays de la région. Donc l'idée du courrier des Balkans, elle est née comme ça, mais je dirais c'était un petit peu une de ces bonnes idées qu'on a après un bon repas, dont généralement pas une sur mille se concrétise. Et puis on est revenu en France, on a parlé un petit peu de cette idée, et là il y a comment dire, deux contextes qui ont permis que cette idée se concrétise. L'un, ça a tout d'abord été Dominique Vidal, qui était rédacteur en chef du Monde diplomatique à l'époque. Il nous a dit, oui, mais ça, c'est une excellente idée, mais il faut le faire uniquement en ligne. Alors, faire un média en ligne, en 1998, c'était tout sauf évident, parce que ça n'existait quasiment, ça n'existait pas même. Enfin, il y avait déjà Le Monde, Libé, bien sûr, et tous les journaux commençaient à avoir des pages Internet, mais c'était même pas vraiment des sites indépendants. On était vraiment à l'embryon, au rudiment d'Internet. Donc, l'idée qu'un média puisse n'exister qu'en ligne était une idée qui était loin d'être facile à concevoir. Mais Dominique Vidal nous a poussé à cela
Et puis l'autre concours de circonstances, ça a été le fait que l'Organisation internationale de la francophonie a ouvert un premier appel d'offres pour renforcer les contenus en langue française sur ce qu'on appelait la toile mondiale, le web. Euh, et on a donc candidaté et on a été reçu, enfin on a obtenu, on a remporté ce premier appel d'offres. Ce qui veut dire, et ça c'est important, que les deux marqueurs principaux de l'ADN du courrier, être uniquement en ligne et être francophone, c'est un peu un fruit je dirais, du hasard, parce que tel qu'on avait pensé le projet au départ, on disait le faire en français et en anglais. Bon, du moment où on avait un financement de la francophonie, ça aurait été de mauvais goût de faire quelque chose en anglais. Et donc, le Courrier des Balkans est né comme ça. Pour parler un tout petit peu chiffres, cet appel d'offres, c'était 200 000 francs français de l'époque, alors ce qui équivaut en théorie à 30 000 euros, même si ça représentait beaucoup plus de 100 000 francs en 1998 que 30 000 euros aujourd'hui, mais c'est avec ça que le Courrier des Balkans est né. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est installé pour de bon au Monténégro et que durant l'été 1998, on a commencé à recruter une première équipe de correspondants, dont certains, et notamment une que je vois là en ligne, sont toujours là. Je pense bien sûr à Jasna du Monténégro. Alors justement, Yasna, on va revenir à cette époque, au moment de la création. Comment était la situation au Monténégro? Comment était la situation dans les Balkans? Yasna Tatar-Angelic, tu es la correspondante au Monténégro. Est-ce que tu peux nous raconter tes souvenirs de ce moment-là, quand ça a commencé? Bah, bonjour à toutes et à tous. Ben, ça fait plaisir, mais ça fait en même temps un peu étrange que déjà un quart de siècle est passé depuis cette période où j'ai connu à Tétigné, donc au Monténégro, dans ma ville natale, Jean-Arnaud Derens et Sébastien Nouvel. Et en fait, j'apprends seulement maintenant, Jean-Arnaud Derens, que c'est à Tsirkvina que l'idée est née. Ça, c'est un petit détail que même moi, en tant que première traductrice officiellement engagée du Courrier des Balkans à l'époque, ne savais pas. Donc voilà, merci pour ce détail. Intéressant. Donc voilà, la question était Monténégro en 1998. Bon, c'était pratiquement la veille de la guerre au Kosovo, malheureusement. Donc, parlant de la situation régionale, c'était très, très tendu parce qu'on sentait que le pire arrivait. Le Monténégro était déjà pratiquement submergé, en fait, des vagues de réfugiés kosovars à part les réfugiés des guerres précédentes de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine qui étaient tous et toutes accueillis au Monténégro. Donc nous avions une nouvelle vague de réfugiés en fait qu'on recevait. La situation économique était très très difficile parce que déjà le Monténégro à l'époque n'était pas encore indépendante, c'est venu seulement en 2006. Donc nous faisions partie de cette fédération avec la Serbie. Donc, on était sur l'embargo international depuis des années. En plus, il y avait cette vague de réfugiés, donc il fallait tenir. Et non seulement accueillir des réfugiés albanaises du Kosovo à l'époque était même politiquement très mal vu parce que, comme je disais, on partageait l'armée avec la Serbie, on faisait toujours partie d'un État qui était gouverné par le régime Milosevic. Cela dit, les autorités monténégrines, avant cela, étaient bien en accord avec Milosevic. C'était seulement une année avant, donc avant que le courrier ne soit né, en 97, il me semble, que Djukanovic a tourné le dos à la politique Milosevic et que le Monténégro avait commencé sa marche vers l'indépendance. Donc, vous pouvez imaginer la marche de l'indépendance du Monténégro sous le régime Milosevic, vague de réfugiés du Kosovo, la guerre qui se préparait et deux journalistes français qui voulaient monter leur projet à Tétigné. Donc voilà, personnellement, en fait, j'étais pas étudiant, j'étais à peine sortie de mes études de langue et littérature française. Et donc, par l'intermédiaire des amis en commun, notamment Nicolas Petrovitch-Niegoš, qui était, entre autres, président de l'association Courrier des Balkans à un certain moment, n'est-ce pas? C'est par son intermédiaire que j'ai connu Jean et Sébastien Nouvel. Et donc, il m'a été proposé d'essayer une première collaboration qui consistait en la traduction d'un article de Monitor, qui existe toujours, qui a survécu toutes ces années, de même que Courrier des Balkans, qui était à cette époque le seul média indépendant donc, qui s'opposait et qui subissait beaucoup à cause de ça au régime actuel. Voilà. Yasna, ça veut dire que tu as traduit le premier article du Courrier des Balkans, c'est vrai?
Bah, je pense, en fait, je regarde en même temps Jean-Arnaud Derens, je pense que c'était le cas. En fait, je me rappelle, j'étais venue voir Jean-Arnaud et Sébastien Nouvel. Ils m'avaient proposé un moniteur en papier parce que, comme Jean-Arnaud Derens vous a dit, c'était l'Internet dial-up, donc c'était pratiquement une période pré-Internet telle qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, ils m'ont proposé un moniteur papier et je devais leur rendre une première traduction écrite parce que, bon, moi, chez moi, je n'avais pas toujours prêt en fait, une connexion Internet, un ordinateur qui marchait rapidement, etc. Donc, c'était une sorte de devoir à la maison, hein. Je leur apportais la traduction, ils l'ont regardé en bon prof et ils ont dit bah, c'est que c'était OK. C'était un article de Monitor d'une journaliste Gordana Borovic, qui est toujours active, que je connais, et qui parlait notamment de cette vague de réfugiés kosovars, albanais du Kosovo, qui trouvaient refuge au Monténégro. Voilà, oui. Depuis plus de 15 000 articles, 9 000 brèves. Jean-Arnaud Derens, est-ce que le courrier des Balkans, c'est un, un long fleuve tranquille ou comment tu vois cette évolution? Mon Dieu, long fleuve tranquille, non, sûrement pas. Sûrement pas. Ça n'a jamais été simple. J'ai envie de déjà faire une toute petite précision. Jasna a salué Nikola Petrovic Njegoš, qui effectivement était président du Courrier. Je crois qu'à ce moment-là, ce n'était pas lui. Il est devenu un tout petit peu plus tard et que le premier président du Courrier, par contre, je l'ai vu dans les spectateurs, c'est notre ami Bernard Dreano, que j'en profite pour le saluer bien, bien chaleureusement. Et le Nicolas a dû arriver un tout petit peu plus tard, peut-être en 2001, quelque chose comme ça. J'avoue que là, je perds le compte exact. Donc oui, nous, en tout cas, le Courrier des Balkans, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, d'aucun point de vue. Bon, déjà, il y avait des conditions qui étaient techniquement très compliquées. Par exemple, bon, j'ai évoqué le modem téléphonique, mais enfin, cet hiver 98-99, je sais qu'il y a eu aussi pas mal de coupures de courant. Et là, pour le coup, faire marcher un ordinateur sans courant, c'est jusqu'à preuve du contraire impossible. Donc, je me souviens qu'on descendait parfois au Centre culturel français à Podgorica, qui venait d'ouvrir, qui était un petit centre culturel, animé notamment par Anne Madelin à l'époque, pour aller le soir, la nuit, travailler et mettre en ligne les premiers articles. Et puis, c'était surtout une année où la guerre se répandait très rapidement. Euh, la guerre avec la guerre au Kosovo, qui se répandait très vite. Un des premiers gros événements que le courrier a eu à couvrir, je pense, c'était le massacre de Ratchak. Alors, on avait filé au Kosovo avec Sébastien, mais on avait aussi déjà une petite équipe aussi à Paris en support technique. Donc, on a pu avoir, je pense, de premiers articles très, très vite sur l'affaire de Ratchak. Mais de manière générale, la question du Kosovo, ça a été, je dirais, le test grandeur nature dans le développement du courrier. Pour rappeler un petit peu les débats qui agitaient les gens s'intéressant aux Balkans, notamment les gens qui s'étaient beaucoup mobilisés en France et dans les pays francophones durant la guerre de Bosnie-Herzégovine, il y avait deux types de positions très tranchées, avec dans les deux cas de très bons arguments, des gens qui allaient être tout à fait favorables au bombardement de l'OTAN et des gens qui allaient être tout à fait hostiles à ces bombardements de l'OTAN. Dans les deux cas, avec de bonnes raisons tout à fait audibles et tout à fait rationnelles. Et je dirais que l'épreuve grandeur nature du courrier, le test de sérieux, ça a été de pouvoir être lu par ces deux catégories de gens qui, quelle que soit leur position et qui éventuellement s'engueulaient entre eux dans des réunions ou pas mal d'autres occasions, ont tout de suite vu que le courrier des Balkans offrait non pas une information neutre, ça on n'a jamais prétendu être neutre et on n'a aucune envie de jamais être neutre à l'avenir. On a toujours été, j'espère bien qu'on restera toujours un média engagé qui assume ses prises de position, parfois quitte à se tromper, hein, ce qui peut arriver à tout le monde, mais en tout cas, donc pas un média neutre, mais un média nécessaire pour nourrir le débat, pour offrir des éléments permettant de comprendre et de se forger une opinion. Et ça, je crois on a réussi à peu près à le faire avec toutes les limites techniques et politiques de la chose. Et c'est ce qui a fait que le Courrier des Balkans, quelques mois après sa création, apparaissait comme un média nécessaire et utile auprès de beaucoup de gens. Du coup, on a pu poursuivre l'aventure, même si là, effectivement, elle n'a jamais été simple, notamment sur un plan financier. Je vais rappeler un truc
important, tout bête, mais c'est qu'à l'époque, bien évidemment, nous n'avions pas de ressources propres. Les articles étaient gratuits. Ça n'existait pas, l'Internet payant à l'époque. Personne ne pouvait faire payer des abonnements. Donc, on a tourné d'abord avec cet argent de la francophonie, mais qui a fini par s'épuiser, forcément. Alors, heureusement, comme il y avait un très fort intérêt pour les Balkans, il y a eu des dons déjà de lecteurs, de gens lambda, disons, qui nous proposaient un petit peu d'argent, parfois des petites sommes pour qu'on continue l'aventure, et puis aussi quelques subventions qui sont arrivées. J'ai en tête, mais je pense que j'oublie des choses, mais il me semble en 99, un petit peu le ministère français des Affaires étrangères, un petit peu le Conseil de l'Europe, un petit peu la Fondation du roi Baudouin en Belgique, qui ont dû être parmi les premiers à donner un coup de pouce financier. Mais ceci étant, ce modèle d'un site dépendant de subventions, c'était la seule chose possible à l'époque. Il n'y avait pas d'autre modèle existant. Mais ce n'était pas un modèle très simple parce que ça mettait le courrier dans une situation de grande fragilité. Et quelques années plus tard, dans les années 2002-2003, l'aventure a vraiment bien risqué de s'arrêter faute de financement parce qu'une subvention, elle est octroyée à un moment, mais elle peut toujours ne pas être reconduite, quelles que soient les bonnes intentions des uns et des autres. Donc ça, c'était le problème, bien sûr, des débuts du courrier des Balkans. Oui, alors, moi j'ai envie de revenir sur ce mot Balkan, parce que tout le monde a sa définition des Balkans. Aujourd'hui, le courrier des Balkans, c'est quand même 13 pays. Alors comment on constitue comme ça un réseau, et pourquoi 13 pays? Ah, ça aussi, c'est une bonne question. Je parle beaucoup, mais bon, allez, c'est pas grave, je parlerai moi après. Euh, 13 pays. Alors, à l'été 98, avec Sébastien Nouvel, on a fait une tournée des Balkans pour recruter toute une première génération de correspondants. Alors, bon, Yasna, hors catégorie, la locale de l'équipe, puisque la rédaction du Courrier des Balkans était basée à Tsetine. Euh, je pense, dans le cas du Kosovo, il y a nos amis Neriman et Belzim Kamber qui sont là en ligne, mais qui sont arrivés un tout petit peu plus tard, pas dès l'été 98, plutôt après la guerre de 99. Donc, des premiers correspondants en Macédoine du Nord, notamment. On avait eu un premier correspondant au Kosovo qui était Florent, qui a arrêté de travailler pour nous. Donc, on s'est déplacé en voiture pour rencontrer les gens et faire un petit peu le tour des Balkans. Pour répondre à la question d'Amael, pourquoi ce cadrage géographique? Bon, on a procédé de la manière suivante. On a dit toutes les républiques issues de l'ancienne Yougoslavie, ce qui faisait donc les 6 républiques et puis le Kosovo. Euh, dont le statut a évolué, bien sûr, fortement depuis. Donc, ça fait 7. Après, si on couvre le Kosovo et toute l'ancienne Yougoslavie, il ne serait pas logique de ne pas couvrir l'Albanie, donc on arrive à 8. Euh, Ensuite, on a, je pense, très vite décidé qu'on couvrirait la Bulgarie. Euh, on a dû aller à Sofia dès l'été 98. Euh, on avait un partenariat avec un média qui n'existe plus depuis en Bulgarie. Donc la Bulgarie s'est imposée un peu d'elle-même. La francophonie, qui était notre premier bailleur de fonds, avait mis un petit codicile. Il faut que vous couvriez la Moldavie, qui venait de rejoindre la francophonie. Donc bon, ok, on a couvert la Moldavie, mais couvrant la Moldavie, il y avait une fois qu'on allait couvrir la Roumanie. Donc on arrive là déjà à 11, si mes calculs sont bons. Reste 2 pays, la Grèce, qui pour des raisons géographiques évidentes est au cœur des Balkans, on n'allait pas la négliger, même si l'histoire de ce pays est bien sûr différente. Je pense à l'histoire récente, le fait que ça n'a pas été un pays socialiste. Euh, et puis la Turquie est arrivée un petit peu plus tard. Alors la Turquie avec toujours une sorte d'hésitation, l'idée de couvrir la Turquie dans sa dimension balkanique, mais enfin, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. OK, Istanbul est une ville à cheval sur les 2 continents, et la Turquie a une politique très active dans les Balkans. Mais en même temps, il y a beaucoup de questions qui sont très importantes en Turquie et qui se développent à l'échelle du pays tout entier. Il n'y a pas de question qui ne concernerait que la partie européenne du pays. Donc voilà, si on couvre la Turquie, on est obligé de la couvrir de manière globale. Et je suis très content qu'aujourd'hui, on ait deux très bons correspondants à Istanbul et que la part de la Turquie soit plus importante aujourd'hui j'ai envie de dire qu'elle ne l'a jamais été dans le site.
Et alors, si on revient un petit peu sur l'histoire de ces 25 ans de courrier, 25 ans des Balkans, il y a eu des grands moments un peu qui ont marqué cette histoire. On ne peut pas tous les aborder parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On a déjà parlé un petit peu, il y a eu des conflits, il y a eu des guerres, il y a eu des moments plus intenses que d'autres, parfois positifs et puis parfois vraiment tragiques. Sur les grands moments qu'on pourrait citer qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué les correspondants du Courrier des Balkans, on peut peut-être revenir, Yasna, un petit peu sur l'indépendance du Monténégro. C'est toi qui as vraiment vécu ça et qui a couvert cette indépendance. Qu'est-ce que tu peux, de quoi tu te souviens? Bon, l'indépendance du Monténégro, c'est le moment du référendum, c'était le 21 mai 2006. Mais bon, c'est quelque chose qui était préparé bien avant. Bah, déjà, comme on disait, avec le début du Courrier des Balkans, il y avait cette marche qui commençait. Je vois Maël Katarutsa qui en pire parce que je sais, qui a lancé quelque chose qu'il a même beaucoup écrit, d'ailleurs. Donc, voilà, bon, le moment même de référendum, j'étais tellement émotionnellement et politiquement engagée que, en fait, bon, en plus, je traduisais pour le courrier, bien sûr, et il y avait aussi la présence, Jean Arnaud, toi, tu étais là, n'est-ce pas? Donc, je me rappelle que, bon, c'était un moment, je me rappelle d'une soirée où Jean Arnaud, et je sais plus, c'était Laurent ou c'était qui avec, c'était Laurent, voilà, Laurent voilà, était là voilà. aussi, oui. C'est long, 25 ans, donc voilà. Et je me rappelle que vous étiez passé chez moi dans ma maison de Sétigné. Déjà, au mois de mai, il faisait beau. Alors, toute ma famille, les amis, nous, on était très inquiètes. On ne savait pas vraiment ce qui allait s'en passer. Parce qu'en fait, le Monténégro, je peux rappeler, peut-être, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le connaissent, mais nous avions une condition au Monténégro imposée par la communauté internationale qui était d'avoir 55% de voix pour et pas 50 plus 1. Donc, on était un peu pas trop sûr ce qui allait se passer, mais je me rappelle de visages souriants de Jean Audérin et de Laurent qui disaient, bah voilà, ça va bien se passer, parce ils ont fait, peut-être qu'ils pourront enchaîner là sur le sujet, parce que c'est vous qui avez fait un peu le tour du pays, et nous, les votants qui attendions dans la capitale. Après, il y avait la fête et tout, mais le courrier des Balkans était là. C'était vraiment un grand, je dirais, le plus important moment de l'histoire monténégrine en fait, moderne, et le courrier des Balkans était bien présent et actif, non seulement du côté, voilà, rapporter sur le site, mais aussi interviewer les acteurs importants, que ce soit des médias et de la politique. Donc, c'est quelque chose que, bon, le Monténégro s'en souviendra, il n'y a pas que nous, sûrement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et si on continue sur les moments de célébration et d'indépendance, il y a eu aussi une indépendance, l'indépendance du Kosovo qui a suivi alors, dans un autre contexte, mais peut-être que Neriman, tu pourrais nous dire quelques mots sur cet événement que tu as participé à couvrir. Oui, bonsoir. Bah, évidemment, donc c'était le moment qu'on attendait depuis tellement longtemps. Alors moi, je me souviens d'un silence d'abord. C'était un silence insupportable. Alors il n'y avait pas d'écran puisqu'on avait vraiment l'impression qu'on allait faire quelque chose d'illégal. Donc la déclaration d'indépendance par l'Assemblée elle, était quelque chose d'illégal. C'était l'impression qu'on avait. Donc pas de grand écran dans la ville et moi je me rappelle donc j'avais fait un papier pour le courrier mais je travaillais aussi en tant que fixeuse pour El País, le journal espagnol. Et j'avais dit au journaliste, et d'ailleurs je lui rends hommage, il est mort cet été, un grand vétéran du journalisme, Ramon Lobo, et je lui avais dit, là, si c'est au moment où on déclare l'indépendance, je te saute dans les bras. Et en fait, quand c'est arrivé, j'ai oublié. Après, plus tard, il m'a dit, t'as oublié, mais je veux dire, on était à un moment incroyable. Il faisait un froid, mais un froid. Je pense que aussi dans notre histoire, le froid nous a toujours suivis. L'indépendant, le drapeau à Vlorës, il faisait chaud, mais au Kosovo, il fait toujours froid en novembre. L'indépendance du Kosovo, c'était la même chose. La déclaration, la guerre, évidemment, c'était au mois de mars, très froid. Il y avait ce froid, mais après, c'était la liesse. Alors, la deuxième chose dont je me souviens, c'était évidemment le drapeau. Le drapeau qui n'avait plus aucun signe identitaire albanais, qui était vraiment le consensus, un drapeau
à mon goût, qui est enfin, déjà à l'époque, mais toujours trop européen. Et donc, voilà, c'était le grand moment. Et le lendemain, donc après la déclaration de l'indépendance, évidemment, il faisait grand soleil, les gens étaient sur les terrasses, ils n'y croyaient pas encore. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est avec ce moment-là, pour moi, c'était la fin de la Yougoslavie. Et donc, j'avais fait un papier à l'asile, hein, à l'hôpital psychiatrique de Stime, et parce que c'était vraiment ce qui restait de l'ex-Yougoslavie, avec des patients qui venaient de toute l'ex-Yougoslavie qu'on avait oublié là, qui savaient même pas ce qui se passait. Et bon, ça m'avait inspiré un peu avec le film Kukum, qui était donc un film d'Issa Chosia adapté du roman de Mehmet Kraya. Et Les fous aussi s'envolent, donc l'histoire de fous qui se retrouvent après-guerre dans les rues du Kosovo, abandonnés et qui ne savent pas ce qui se passe. Et donc, c'était ce papier qui, pour moi, vraiment sonnait le glas de l'ex-Yougoslavie, de la Yougoslavie. Et voilà. Donc, il y avait plus, à part là, où il y avait encore des Slovènes, des Croates, de toutes les nationalités de l'ex-Yougoslavie, des républiques, il y en avait plus, c'était fini. Merci Neriman. Il y a eu d'autres événements aussi marquants qui ont été importants pour bien comprendre l'histoire des Balkans, l'histoire récente, et une grande lutte particulièrement importante a eu lieu en Bosnie-Herzégovine. Et on va pouvoir écouter Rodolfo, qui était notre correspondant du Courrier des Balkans de 2011 à 2016, donc pendant 5 ans, et qui est resté après un collaborateur. Et alors, Rodolfo, comment ça s'est passé? Comment tu as couvert ça? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très content d'être là avec vous. Bon anniversaire, Courrier du Balkan. Oui, en 2014, j'ai un peu assisté à ce que je pense était la plus grande mobilisation de l'histoire moderne en Bosnie-Herzégovine. Quand des grosses manifestations en février 2014 ont abouti à la création des plénums des citoyens de Bosnie-Herzégovine dans plusieurs villes du pays. Il s'agissait très, très probablement, je trouve, c'était la plus grande manifestation que j'ai vue et peut-être l'événement plus important pendant les derniers 10 ans d'histoire de la Bosnie-Herzégovine. Ce qui est intéressant en regardant un peu arrière, et maintenant qu'on approche les 10e anniversaires de ces manifestations, c'est un peu de constater que malheureusement, ces manifs n'ont pas donné des résultats concrets pour les pays. Les plénums des citoyennes avaient des propositions très, très concrètes qui touchaient à la révision des privatisations, qui touchaient à beaucoup des questions qui étaient importantes pour la vie quotidienne des Bosniennes et Herzégoviennes qui étaient à l'époque dans les pays. Mais je trouve que, il y a eu plusieurs limites, pas forcément seulement des limites de la société civile bosnienne. Je pense par exemple à l'attitude très ambiguë de l'Union européenne et de la communauté internationale. Les hauts représentants Valentin Inzko à l'époque, en lieu d'être 100% solidaire avec les manifestants, il avait évoqué la possibilité d'envoyer des Eurotruppen dans les pays pour le maintien de la stabilité du pays, pour éviter que ces grosses manifestations portent à des effrontements ou des accidents de sécurité dans les pays. Et aussi, je me rappelle que l'Union européenne avait eu une position très ambiguë parce que, au lieu d'insister sur les réformes constitutionnelles qui étaient importantes pour les pays, l'Allemagne et la Grande-Bretagne avaient proposé des réformes économiques qui devraient relancer les pays. Il y avait tous ces paradigmes un peu néolibéristes selon lesquels les progrès économiques du pays
engendrer automatiquement la stabilité politique et les réformes politiques. Ce qui, aujourd'hui, a été démontré complètement faux. Les points de départ pour cette nouvelle initiative européenne étaient complètement erronés. Et ce qui est intéressant un peu aujourd'hui, c'est de constater qu'il y a toute une génération d'activistes qui a disparu en Bosnie-Herzégovine. Mais je pense qu'à présent, un tel mouvement comme celui que j'ai vu en 2014 est malheureusement impossible. On peut peut-être parler de la crise des réfugiés qui a redonné un peu une autre dimension au courrier des Balkans avec beaucoup de personnes qui se sont mis à nouveau à s'intéresser de près à la situation dans la zone. Peut-être que Simon Rico, co-rédacteur en chef du courrier des Balkans, tu peux dire quelques mots sur cette crise. Sur la crise des réfugiés, oui, bah oui, on était parti avec Laurent et Jean Arnaud et on était passé faire un tour dans tout, enfin en tout cas toute la partie sud de la route des Balkans où se concentrait à ce moment-là le principal de la crise des réfugiés. C'était le moment où on devenait la Macédoine, qui s'appelait encore Macédoine à l'époque, venait de déclarer l'état d'urgence. C'était la panique, toutes les rédactions commençaient à arriver, voulaient des reportages et donc on s'est précipité là-bas et on a fait tout un tour de la Macédoine et du sud de la Serbie, où on s'était arrêté notamment à Preševo. Personne n'était préparé en Europe à voir autant de réfugiés arriver. Il y avait non seulement la réponse humanitaire qui était compliquée à mettre en place, hein, parce que ça voulait dire loger ces gens qui étaient en transit, les nourrir, mais aussi voilà, trouver des moyens pour qu'ils franchissent les frontières, puisque l'idée était qu'ils ne restent pas bloqués dans ces pays des Balkans où ils ne souhaitaient pas demander l'asile ou s'arrêter, hein. L'objectif était de parvenir dans l'ouest et dans le nord de l'Europe. Et puis, il y avait aussi toute une économie informelle qui était en train de se mettre en place dans ces différents pays. Et notamment à Preševo, c'était assez incroyable puisqu'il y a des gens qui avaient compris qu'il fallait transporter ces exilés et qui donc avaient acquis des bus à la hâte. Et donc, il y avait toute une série de compagnies privées de bus qui s'étaient organisées et donc qui se garaient un peu n'importe comment, juste en face du centre d'accueil qui était complètement débordé. Enfin bref, la sécurité était quelque chose de peu... voilà, de peu respecté. On est allé aussi jusque dans le nord de la Grèce, hein. On est descendu jusqu'à Gevgelia et puis le grand camp d'Idoménie qui était en train de se mettre en place, qui accueillait de plus en plus de monde. À Idoménie, il y a eu au maximum de la crise des réfugiés entre 14 et 16 000 personnes accueillies dans un immense champ absolument pas préparé à recevoir autant de monde. Et puis c'était oui, très particulier. Pourquoi c'était important dans l'histoire du courrier, cette crise des réfugiés? Alors le terme, on ne l'aime pas spécialement parce que le courrier des Balkans, on le sait, dès ce moment-là, s'est posé une grosse question de savoir comment traiter cette question-là. Et on a décidé de mettre en place un fil d'infos ouvert qui existe toujours, hein, d'informations sur tout ce qui se passait à propos de ces exilés, réfugiés, migrants, ce qu'on veut, déracinés. Enfin voilà. Et le courrier des Balkans assume, hein, Jean Arnaud tout à l'heure parlait de parti pris, de journalisme engagé. Le courrier des Balkans a toujours été antinationaliste, ouvert, et le courrier des Balkans a toujours été no border et revendique cette nécessité d'accueil de ces personnes qui fuient des territoires en guerre ou pour différentes raisons, qui considèrent qu'ils ne peuvent pas vivre dans leur pays. Il faut souligner que le fait de faire ce choix, de partir de chez soi, est un choix compliqué, délicat, et donc il est aucunement dans l'ADN du courrier des Balkans de vouloir fermer les frontières au fait que des gens fassent ce choix douloureux de quitter leurs proches et leurs terres pour aller s'installer ailleurs en espérant une vie meilleure. Donc voilà, pour le courrier des Balkans, ce moment de 2015 était important, mais ce n'était pas le premier moment où le courrier des Balkans parlait des réfugiés. Dès 2011-2012, on avait couvert, puisque à l'époque, plusieurs collègues qui sont ici ce soir réunis, je pense à Philippe notamment,
bien évidemment, Laurent et Jean Arnaud étaient aussi partis couvrir le sujet, mais on avait fait toute une grosse série en collaboration déjà avec Mediapart. On connaît les liens privilégiés qu'entretiennent nos deux médias. Ça a été sûrement un des premiers gros projets éditoriaux communs entre le Courrier et le Courrier des Balkans et Mediapart. Donc, on a été à ce moment-là parmi les premiers à évoquer dans les grands médias généralistes cette question des exilés qui commençaient à traverser de plus en plus nombreux la route des Balkans. Et 12 ans plus tard, la situation reste dramatique à bien des égards dans plusieurs pays, voire même cette année 2023 a été l'une des pires années, sinon la pire, depuis la fermeture de la route des Balkans en mars 2016, quand l'accord de la honte a été signé entre l'Union européenne et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. On était d'ailleurs à ce moment-là encore avec Jean Arnaud parti faire un tour. On était à Idomeni et puis on avait traversé toute la Grèce et on était remonté jusque. D'ailleurs, on était allé jusqu'à Srebrenica parce que, ironie du sort, c'était aussi le moment où Radovan Karadzic, son procès arrivait au verdict et était condamné à 40 ans de prison. Enfin bref, il y a toujours des histoires comme ça dans les Balkans qui se télescopent. Voilà, la question des exils est une question primordiale au Courrier des Balkans, pas seulement ces exilés qui viennent du Proche et du Moyen-Orient ou d'Afrique subsaharienne, mais aussi ces questions des exils des Balkaniques eux-mêmes qui partent dans les Balkans. Mais je crois que j'ai déjà trop parlé, donc je rends la parole à mes camarades. Pour parler des exils et des voix des exilés, on peut peut-être dire un tout petit mot, Philippe, sur un projet que tu as mené, à guider, avec ce qui s'est passé quand il y a eu l'invasion russe en Ukraine. Donc Philippe Bertinchamp, tu es co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans, correspondant aussi en Serbie. Est-ce que tu peux dire expliquer un petit peu ce qu'on a fait, enfin ce que le Courrier des Balkans a fait avec ces exilés russes? Oui, bonsoir. Alors cet hiver, au lendemain de la guerre en Ukraine, on voit débarquer à Belgrade des dizaines, puis des centaines et des milliers de Russes qui refusent le régime de Poutine, qui refusent de se battre et qui quittent leur pays, certains par peur de la mobilisation, d'autres pour d'autres raisons. Ils arrivent seuls, certains seuls, d'autres avec leur famille. Il n'y a pas que des Russes, il y a également des Biélorusses, mais également des Ukrainiens. Il faut savoir que les Russes n'ont pas besoin de visa pour entrer en Serbie, donc c'est tout de suite une porte d'entrée pour eux. Et on en interviewe quelques-uns et très vite on se dit que, mais en fait, on ne connaît pas grand-chose du monde russe et c'est à eux qu'il faut donner la parole. Qu'est-ce que c'est que de vivre sous Poutine? Comment eux ont vécu le déclenchement de la guerre? Qu'est-ce qui les a motivés à partir dans la précipitation? Donc nous sommes allés à leur rencontre, à leur recherche et on leur a demandé d'écrire leur histoire, mais à la première personne du singulier. Tous ont accepté. Et parmi les gens qui ont raconté leur histoire, il n'y avait pas que des exilés russes, biélorusses ou ukrainiens, mais il y avait également des Russes qui vivaient en Serbie depuis de longues années, qui étaient installés dans le pays et qui se sont retrouvés dégoûtés par ce qui est en train de se passer et qui se sont engagés, qui se sont mobilisés dans des actions de solidarité avec les réfugiés ukrainiens. Tous ont donc accepté d'écrire il y a une dizaine d'histoires, je pense qu'il y en a même 10 exactement. Ils ont accepté d'écrire leur histoire, je dirais, de bon cœur, parce que ça leur aide. C'est des événements douloureux qu'ils ont subis, et mettre des mots sur ce qui leur arrivait a peut-être été une sorte de thérapie pour eux. Toujours est-il que ces histoires ont été publiées dans leur version originale, en russe, en ukrainien. Elles ont pu être traduites également en français et en allemand avec le soutien de l'ambassade de Suisse à Belgrade et de la Fondation Böll. Et elles ont été en plus mises en dessin. Merci, merci beaucoup Philippe pour ce témoignage. Et donc, du coup, bon, j'ai envie d'abord de dire deux choses. Première chose, comme on est tous présents, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à nous poser, vous avez la possibilité, par les questions et réponses, de nous poser des questions directement et on se fera aussi l'écho des questions que vous voudriez vous-même poser. Et puis, bon, là, on a fait un grand panorama historique. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur les coulisses, 25 ans
Balkans, c'est une longue période. Et parmi ces coulisses, vous avez aussi dans l'équipe des gens qui sont arrivés, qui ont pu se former avec le Courrier des Balkans, qui ont pu expérimenter le travail de journaliste. J'aimerais bien et se former au journalisme d'investigation. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qui effectivement est moins visible pour les lecteurs, en revanche un petit peu pour l'équipe. Et peut-être que certains d'entre nous pourraient témoigner. Je peux peut-être passer la parole à Florentin Cassonnet, qui est peut-être avec nous. Florentin, tu es là? Oui, oui, je suis là. Bah, Co-rédacteur bonsoir. aussi, hein, du Courrier des Balkans. Donc, si tu peux nous dire quelques mots. Oui, je suis co-rédacteur en chef et à Bucarest, en poste à Bucarest, je m'occupe de la correspondance de la Roumanie et de la Moldavie. Et bon, bonsoir à tous. Et pour moi, c'est déjà intéressant d'entendre toutes ces histoires sur l'origine du courrier, parce que même si ça fait 7 ans que j'y travaille, je connais pas tout. Et donc là, je découvre des choses. Et donc, je suis aussi un spectateur, là. Et donc oui, je parle un peu de mon cas personnel, qui a rien d'exceptionnel, mais c'est plus un exemple sur comment on peut arriver au Courrier des Balkans, parce que bon, voilà, ça a commencé avec 2 personnes, mais au bout d'un moment, là, on est peut-être une équipe de 25 personnes ou 20 personnes, mais si on compte le nombre de personnes qui est passé par le courrier, je sais pas si on a fait le compte, mais on est pas mal de dizaines, peut-être une cinquantaine, j'en sais rien, une soixantaine. Euh, et moi, en fait, donc j'ai commencé le journalisme. C'est le Courrier des Balkans qui m'a amené au journalisme, qui m'a donné ma première expérience. Et quand j'avais arrêté le journalisme, c'est le Courrier des Balkans qui m'a ramené au journalisme. Donc, c'est assez particulier. J'ai commencé avec un stage. J'avais déjà fait un petit stage avant, d'un mois dans un petit journal palestinien. Mais bon, j'étais pas du tout encadré. Je faisais ce que je voulais, c'est-à-dire pas grand-chose. Et c'est l'année d'après, à l'été 2011, que j'ai contacté le Courrier des Balkans. J'étais à Belgrade parce que j'étais avec une fille serbe en couple. C'est ça qui m'a amené dans les Balkans. Il y a toujours un peu une histoire de cœur quelque part. Et j'ai contacté le Courrier des Balkans pour faire un stage. Voilà, je voulais faire du journalisme euh, et ils avaient accepté, Simon, Gia avait accepté. Et là, je m'arrête, je donne une petite astuce pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresse, qui auraient envie de faire un stage au Courrier des Balkans. L'astuce, c'est d'être sur place. C'est-à-dire, c'est pas tout, ça veut pas dire que le stage est fait, mais quand on est sur place, déjà, ça aide. Moi, c'est comme ça en fait que j'ai eu ce premier stage et que j'ai renouvelé l'année d'après, à l'été 2012. Euh, Cet été-là, j'ai pu suivre un petit peu. Donc j'ai pu rencontrer Philippe qui était à Belgrade aussi, et j'ai pu suivre Jean Arnaud et Simon sur le terrain parce qu'ils venaient régulièrement faire du reportage, comme toujours aujourd'hui, mais déjà à l'époque. Et donc ils avaient gentiment accepté de me laisser venir avec eux. Et on avait tourné, je crois, au Kosovo, je me souviens de la Croatie, de la Bosnie aussi. Et donc on avait sympathisé, j'avais pu voir des professionnels à l'œuvre, c'est quand même utile pour un jeune journaliste. Euh, et puis j'ai pu leur poser des questions. Et donc c'était ma première expérience, voilà, dans une rédaction. Et 4 ans plus tard, j'avais globalement arrêté le journalisme et je me suis retrouvé en Roumanie. Euh, Là aussi, pas vraiment pour des histoires de cœur, mais quand même un petit peu toujours, hein. Je faisais des livraisons à vélo et je me demandais ce qui n'était pas assez pour survivre et je me demandais comment j'allais faire pour gagner un peu plus d'argent. Et j'ai repensé au Courrier des Balkans, pouvoir leur proposer des articles. J'y pensais, et au moment où j'y pensais, sans avoir contacté, c'est Simon Rico qui m'a appelé parce que ils avaient besoin d'une personne à la rédaction en chef. Donc, il m'avait pas oublié. Moi, j'avais pas oublié le Courrier des Balkans. Le lien était resté, parce que je trouve ça beau. Euh, et du coup, voilà, c'est comme ça enfin, j'avais arrêté, je suis retourné au journalisme. Donc après avoir ma première expérience de correspondant à l'étranger, là, j'avais ma première expérience à la rédaction en chef. Euh,
Donc voilà ce que je voulais souligner, c'est qu'en plus voilà, de ma gratitude pour ça, c'est que Corée des Balkans, ça joue pour moi et pour d'autres journalistes un rôle un peu d'école, de pépinière, où on a appris plein de choses, on pouvait expérimenter, on était sur le terrain, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Et voilà, je pense que là même dans ce panel, il y a d'autres pour qui c'était la première expérience journalistique. Hein. Je crois Laurent peut-être, Simon, je sais pas exactement, mais en tout cas voilà. Et, c'est une petite école quand même pour beaucoup d'entre nous. Julie, on t'a pas encore entendu. Julie Chauvin, tu as aussi quelque chose à partager par rapport à ton expérience avec le Courrier des Balkans. Tu es arrivée il n'y a pas très longtemps et tu es maintenant correspondante aussi au Kosovo. Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ce qu'a dit Florentin? C'est aussi moi le Courrier des Balkans qui m'a formée, en tout cas qui constitue ma première vraie expérience de journaliste sur le terrain. Je suis arrivée au Kosovo par un service civique, donc rien à voir avec le journalisme. Je devais rester 1 an, puis 2 ans et demi plus tard, je suis toujours là, et toujours au Kosovo. Et il y a 1 an, j'avais contacté le Courrier des Balkans, que j'avais cette envie de rester, et puis j'avais fait une école de journalisme avant, donc aussi l'envie de m'essayer à la profession d'une manière un peu plus sérieuse et sur le terrain. Et un premier contact s'est effectué. Et donc, ça fait 1 an, depuis octobre dernier, il me semble, que je suis correspondante pour le Courrier des Balkans avec Neriman et avec Bekdim au Kosovo. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup formée, même si je suis encore très jeune et au tout début. Il y a vraiment cette opportunité de faire du terrain, d'être au cœur aussi des populations, parce que vivant sur place, on a aussi un contact privilégié avec les différentes sources et avec l'actualité. Donc c'est aussi une vraie force d'avoir des correspondants dans tous les pays qui ont une vision de l'intérieur de ces pays. Et, euh, et voilà pour ma petite histoire avec le courrier. Merci Julie. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Oui, bah, Donc Laurent Gélin, co-rédacteur en chef aussi du Courrier des Balkans. Je suis arrivé dans des temps préhistoriques, hein, parce que c'était vers 2004, mais mon premier stage au courrier, j'étais en géographie, donc c'est pareil, j'ai commencé mon stage, ma carrière journalistique par le Courrier des Balkans, et c'est largement le courrier qui m'a formé, qui m'a ouvert au métier. Je voulais juste ajouter, donner quelques chiffres. Je pense que c'est pas plusieurs dizaines de personnes qui sont passées, mais sûrement plusieurs centaines de personnes qui sont passées au courrier, si on compte les stages, les gens qui ont été correspondants, qui sont venus, qui sont partis, qui ont intégré ensuite d'autres grands médias, qui ont intégré le corps diplomatique, qui ont poursuivi des carrières qui n'avaient rien à voir avec le journalisme ni avec la diplomatie. Ce qui permet d'ailleurs au journal d'avoir eh bien, des relais et des contacts à la fois dans les grands médias français et européens, et puis aussi dans certains cercles diplomatiques, tout simplement parce qu'on se connaît. Et c'est aussi le privilège de l'âge et des années qui passent, c'est d'avoir une expérience et d'avoir rencontré des gens à droite à gauche. Donc voilà, le Courrier des Balkans, c'est aussi, je dirais, quelque part une grande famille, même si, comme dans toute famille, des fois, on se dispute. Hein. Il y a parfois des histoires qui se finissent plus mal que d'autres, mais voilà, c'est une famille malgré tout. Et quand j'ai fait la liste récemment des invitations pour les 25 ans à la Bellevilloise, puisque on va organiser le 8 décembre prochain une grande soirée d'anniversaire à la Bellevilloise à Paris pour fêter donc les 25 ans du journal. Quand j'ai fait la liste des invitations, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient passés par le journal et puis qui continuaient de faire du journalisme ou totalement autre chose, mais en tout cas que c'était une école pour beaucoup d'entre nous, moi y compris. Avec Amael, on aimerait aussi revenir un petit peu sur des choses, pareil, des événements, des sujets qui ont marqué un petit peu l'équipe, et notamment des reportages ou des articles que vous avez pu faire les uns les autres dans les différents pays et qui sont restés un peu dans les annales. Jacqueline Desreins, tu es aussi membre du Courrier des Balkans depuis longtemps. Tu fais beaucoup de traductions et beaucoup d'autres choses aussi, un rôle très important pour le courrier. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur des traductions, des articles qui t'ont marqué?
Oui, alors bon, moi je suis bon effectivement un des piliers du Courrier des Balkans dans la mesure où j'ai rejoint le Courrier des Balkans début des années 2000 euh, pour faire des traductions parce que j'étais prof d'anglais de formation. Et donc, effectivement, en 2000, enfin au début, oui, dans les années 2000, il y avait énormément aussi d'articles sur les Balkans en langue anglaise. Donc, voilà, j'ai commencé à traduire ces articles. Et je dois dire que moi, j'étais un peu une néophyte, hein. J'étais un peu, je connaissais pas grand-chose aux Balkans, hein. C'était pas ma tasse de thé, comme on dit, les Balkans. J'y suis allée arriver, et là, évidemment, je suis arrivée au moment juste à la. Enfin, j'ai suivi bien sûr la guerre euh, en Bosnie, puis après au Kosovo, et puis l'après-guerre, hein, qui était une période extrêmement difficile pour les pays des Balkans. Et là, j'ai traduit beaucoup d'articles qui m'ont qui m'ont vraiment marqué, qui concernaient les viols des femmes, puisque malheureusement, bon, on sait bien que les viols de femmes, c'est pas une nouveauté en soi, ça a toujours été utilisé, hein, depuis la nuit des temps, depuis qu'il y a des guerres, les femmes sont toujours des enjeux dans les guerres. Mais là, effectivement, j'ai traduit des articles qui m'ont profondément marqué de ces femmes musulmanes qui étaient mises dans des hôtels, enfin des maisons qui servaient de lieux de viol, qui étaient vraiment des salles de torture, qui étaient des lieux de torture. Et puis aussi, après les années 2003, 2004, 2005, on parlait beaucoup des survivantes et de la difficulté pour elles de parler de cette expérience parce qu'elles avaient, bien sûr, elles avaient leur corps qui était meurtri, mais elles avaient aussi leur esprit qui était meurtri parce qu'elles ne pouvaient pas avouer dans leur milieu, dans des sociétés qui restent très patriarcales, avouer, accepter, expliquer ce qu'elles avaient subi. Et ça, c'était ces voix quand il y avait des articles où il y avait quelques femmes qui parlaient de leur expérience ou qui, au contraire, disaient non, je ne peux pas en parler parce que c'est pas possible. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et je pense aussi que cette expérience des guerres balkaniques, hein, de ce qui s'est passé pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, ça a effectivement, c'est le revers de la médaille, enfin c'est le plus de l'horreur, je dirais, c'est que ces expériences qui ont été relatées, elles ont permis aussi d'avancer d'un point de vue des lois internationales. Aujourd'hui, on parle des viols, malheureusement, qui continuent à être exploités, puisque le corps des femmes est toujours une arme de guerre. Et je pense à cette pièce de théâtre qui avait été écrite en 2015 par Matei Vichniac, qui s'appelait le corps des femmes comme champ de bataille. Et je trouve que cette formule, le corps des femmes comme champ de bataille, est explicite et très fort. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a marqué. Bon, j'ai traduit plein d'autres choses, bien sûr, j'ai traduit heureusement des choses plus agréables que cela, mais c'est vraiment pour moi mon passage, enfin, les articles que j'ai traduits, c'est tous ceux qui concernaient justement ces violences faites aux femmes et cette violence ultime qui est le viol. Est-ce que quelqu'un d'autre a un reportage? Il y en a beaucoup, mais un reportage ou un article qui a particulièrement marqué? Oui, peut-être. Bah, moi, je me rappelle d'un article qui m'a marqué, tout simplement parce que c'était une histoire qui n'était pas du tout connue, l'histoire des Bochniaques de la Bukovica. Alors, la Bukovica, c'est une petite région à l'ouest du Monténégro. C'est une région de vallées, de forêts, où traditionnellement, on trouvait des agriculteurs musulmans bosniaques qui vivaient dans cette région. Et théoriquement, selon la légende nationale monténégrine, la guerre, en tout cas, n'avait pas touché le territoire monténégrin entre 92 et 95,
puisqu'il y avait bien des appelés monténégrins qui se battaient dans l'armée yougoslave, notamment lors du siège de Dubrovnik, mais il n'y avait pas eu de combat officiellement au Monténégro. Et en faisant ce reportage dans cette région de Bukovica, on s'est aperçu que, eh bien, s'il y avait eu des exactions, il y avait eu des opérations policières et que la police du Monténégro, durant la guerre de Bosnie-Herzégovine, avait expulsé des habitants musulmans de la région de la Bukovica, les avait expulsés vers la Bosnie-Herzégovine, et donc que certains d'entre eux, certains de ces musulmans du Monténégro, avaient été ensuite pris dans le tourbillon de la guerre et que certains étaient morts dans les camps serbes de l'autre côté de la frontière. Donc c'était une histoire qui, à chaque fois, par exemple, redéfinissait le roman national qui était en train de s'écrire au Monténégro et qui racontait une histoire qui n'était pas connue et dont les conséquences étaient toujours visibles. On avait fait ce reportage, il me semble, Jean Arnaud, en 2006. Et à l'époque, la région était toujours largement vidée de ses habitants, donc des conséquences qui se voyaient encore plus de 10 ans après les faits. Donc ça, c'est des reportages qui sont intéressants parce qu'ils montrent des réalités cachées et qui démontent aussi des discours un peu trop valorisateurs pour certains États ou certains pouvoirs en place. Et donc ça, c'est des reportages, à mon sens, qui sont utiles. Il y en a eu beaucoup dans le courrier des Balkans, mais voilà, c'est un des exemples parmi d'autres. Merci Laurent, c'est effectivement un exemple assez marquant et merci aussi hein, Jacqueline pour ce témoignage qui est évidemment poignant et je vois d'ailleurs que ça fait réagir aussi hein, dans les questions et réponses. Hein, Frédéric Moine qui nous dit j'ai fait passer la frontière quelques-unes de ces femmes durant la guerre, donc on a ici un exemple, merci beaucoup. Et on a eu aussi une question de Charles Non donc, qui nous demande côté, alors merci pour ces saisons lumière, mais de rien, merci à vous pour ce retour. Et côté français, donc vous nous demandez comment expliquez-vous le manque d'intérêt criant et persistant des médias grand public pour les Balkans et pour ces histoires. Voilà, donc est-ce que effectivement, c'est vrai que les Balkans ont été beaucoup couverts pendant les conflits, ils le sont moins dans des périodes où l'actualité va tourner vers d'autres régions. Est-ce que quelqu'un a un message, peut-être Jean Arnaud, oui? Oui, je veux bien. Non, alors déjà, bon, je passe le bonjour à Charles Non. Charles, qui a été, je le rappelle, correspondant du Courrier des Balkans il y a déjà quelques années, je ne sais plus, ça remonte à 5-6 ans au moins, en Slovénie. Voilà, et qui maintenant a fait d'autres choses. Mais voilà, ça fait aussi partie de tous ces gens qui ont travaillé à un moment avec le Courrier des Balkans, qui font toute cette richesse de contenu et cette richesse humaine du site. Alors, oui, l'intérêt des Balkans, des médias pour les Balkans. Bon, je pense, comment dire, par définition, les centres d'intérêt médiatique évoluent, passent d'un sujet à l'autre. Euh, enfin, on a quand même été témoin cet automne, je dirais quand même, moi, je reste encore stupéfait. On a eu un cas systématique de nettoyage ethnique dans le Nagorno-Karabakh qui a disparu des médias en 2 jours. Alors, il y a eu d'autres événements, notamment le début de la guerre en Israël-Palestine. Mais tout de même, on a beaucoup dit, on a beaucoup évoqué le fait que le nettoyage ethnique dont les Serbes de Krajina ont été victimes en 1995 a été largement négligé par beaucoup de médias mainstream européens. Mais alors là, désolé, mais les Serbes de la Krajina, ils sont battus par les Arméniens du Karabakh. Parce que ces Arméniens du Karabakh ont été tous, du premier au dernier, transférés vers l'Arménie, et 24 heures, 48 heures après, plus personne n'en parle. Bon, ça, c'est malheureusement, je dirais, c'est la presse, parce que la presse, ça fonctionne effectivement, et ça a toujours fonctionné comme ça, et ça fonctionnera toujours comme cela. Une presse de qualité, c'est une presse où il y a bien sûr, on parle de ce qui se passe au jour J, en temps réel, mais où il y a aussi des espaces pour revenir sur des sujets qui sont moins au premier plan de l'actualité. Ce qui fait la richesse de la presse, c'est la possibilité d'avoir des lieux différents, des espaces différents pour raconter des histoires différentes. Il ne faut pas imaginer que dans des radios, quelles qu'elles soient, je ne pense pas forcément uniquement aux chaînes d'actualité qu'on
qu'on critique ou qu'on caricature assez justement. Mais sur une radio, on ne va pas forcément parler en prime time de ce qui s'est passé il y a 15 jours, parce que ça n'a jamais été comme ça. Il ne faut pas idéaliser non plus un passé qui n'a jamais existé. Par contre, ce qui fait la richesse de la presse, et ce pourquoi le Courrier des Balkans, avec beaucoup d'autres médias, se bat, c'est de faire exister des espaces où on pourra revenir sur ce qui est moins dans la une, où on pourra développer du reportage, développer des entretiens, trouver d'autres rythmes pour parler du monde dans lequel nous vivons. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que le Courrier des Balkans, on est un peu gagnant dans tous les cas de figure, parce que quand les Balkans reviennent fortement à la une de l'actualité, on a, grâce à notre réseau de correspondants d'abord et avant tout, on a une force de frappe qui fait qu'on va être normalement bon sur le sujet. Quand il y a eu à nouveau des événements assez inquiétants, assez graves au Kosovo, tant cet automne qu'au printemps dernier, on a tout de suite été là. Et on a tout de suite aussi été bien sûr sollicité par beaucoup d'autres médias qui avaient besoin de notre expertise, de notre connaissance. Cette connaissance, c'est bien évidemment celle de gens comme nous tous qui travaillons depuis longtemps dans la région, mais c'est d'abord et avant tout les correspondants. C'est ça qui fait, c'est l'or du Courrier des Balkans. Et c'est pas comment dire, c'est pas une formule de dire ça, c'est vraiment ce qui permet à tout le site de fonctionner. Tout part de là. Et donc, quand il y a une forte actualité, bien sûr, on est là, mais quand il y a moins d'actualité, ce qui est normal, et donc quand les Balkans sont moins présents sur la sphère médiatique, eh ben, on sera toujours là, et les gens qui s'intéressent à la région iront nous lire parce qu'on sera les seuls à parler de ce qui se passe dans les Balkans. On assume aussi le fait d'être un média de niche. Alors, c'est le terme qu'on utilise dans la profession, mais ce qui n'a rien de négatif. C'est vrai qu'on va parler de choses. Demain, on aura un très, très bon article, notre correspondante à Belgrade, Milica, sur la grève des postes en Serbie. Cette grève des postes, elle dure déjà depuis près d'un mois. C'est très important dans le contexte politique serbe, dans le contexte social serbe. Après, je conçois que la grève des postes en Serbie ne fasse pas la une de France Info. Je le conçois assez largement. Effectivement, il y a d'autres sujets. Mais le Courrier des Balkans, on est aussi là pour parler de ce qui se passe. On avait un article aujourd'hui et c'était également en Serbie pour le coup, mais sur l'élimination des registres officiels de plusieurs milliers d'Albanais dans la vallée de Preševo. C'est un sujet très important. Donc on est là parce que ce qui se passe à Preševo, qui est au bout du compte jamais qu'une petite commune, effectivement, de 30 ou 40 000 habitants, mais c'est important, il faut qu'on en parle et on parlera demain de la grève des postes. Voilà. Merci, merci Jean Arnaud. Oui, effectivement, l'information, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que l'information qui est traitée par le courrier va pouvoir être reprise le jour aussi où les Balkans reviennent dans l'actualité. C'est bien qu'on ait ce travail également de veille et de compréhension. Alors juste, je pense aussi à peut-être un autre sujet qui permet aussi de donner aux lecteurs qui ne voient pas forcément tous les éléments des éclairages sur l'activité du courrier qui, évidemment, est très ancrée dans l'information, mais qui se nourrit aussi de projets divers. Moi, c'est vrai que depuis que je suis au courrier, depuis fin 2000, finalement, j'ai vu des dizaines de projets se monter et toujours très, 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 très différents les uns des autres. Hein. On a fait des voyages, des conférences, plein de choses qui animent la vie du courrier. Je pense en particulier au projet Nevipe Kosova au Kosovo, et peut-être pour en parler, je ne sais pas si Belgzim est avec nous, mais Belgzim pourrait peut-être, avec Laurent, nous éclairer sur ce projet qui est assez révélateur aussi de l'esprit du courrier, on va dire. Belgzim qui est notre correspondant au Kosovo avec Neriman qu'on a vu tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si Belgzim est là, sinon Laurent peut-être pour commencer. Non, bah écoutez, Nevipe Kosova, ça fait partie de cette série de projets fous qu'a monté le courrier au fil des années. Alors, des projets qui sont pas toujours rationnels, mais c'est ça qui fait aussi leur beauté et leur intérêt, je dirais. Nevipe Kosova, c'était un projet qu'on avait monté au Kosovo et on avait pour ambition et pour projet de créer le premier journal d'information des Roms du Kosovo.
donc un vaste programme qui devait s'appuyer sur un réseau de correspondants roms, donc dans les enclaves du Kosovo, à Gračanica, à Prizren, un peu partout. Et donc avec une personne qui s'appelait Kujtim Pachaku, qui était un poète rom de Prizren, on avait monté une équipe, monté un site, et on se baladait dans les enclaves pour former ou tenter de former des citoyens roms du Kosovo à l'écriture journalistique, ce qui est évidemment compliqué dans un pays et dans des régions qui manquent par exemple d'électricité. Donc on avait un bureau à Prizren au sous-sol d'un centre commercial en construction, et on avait tiré un câble de la pizzeria à côté pour avoir l'électricité, ce qui n'empêchait pas évidemment les coupures fréquentes, ce qui est compliqué pour alimenter un site internet. Donc voilà, c'était un projet qu'on avait pu monter grâce à une subvention de l'ambassade de Suisse à Pristina, grâce à la région Île-de-France, il me semble. Et la région Bretagne. La région Bretagne, pardon, ainsi que d'autres bailleurs de fonds. Et on avait réussi à trouver quelques dizaines de milliers d'euros pour lancer le projet. Alors, le projet a survécu 1 an ou 2, n'a pas été pérenne, mais je dirais c'est aussi les aléas de ce genre de projet et d'ambition. Certaines tiennent dans le temps, d'autres sont plus brèves. Néanmoins, on y a mis, comme on a mis dans beaucoup d'autres projets, toute notre motivation et toute notre ambition pour faire ce projet-là. Et puis voilà, ça s'est arrêté, mais c'était voilà, quelque chose, je pense, qui a aussi apporté, malgré tout, aux gens qui y ont participé, à ces Roms du Kosovo, une petite fenêtre, et puis, je l'espère, pourquoi pas, méthodes journalistiques et quelques réflexes d'enquête. Voilà, on peut toujours, Parmi les projets espérer que ça serve à quelque chose. Parmi les projets linguistiques un petit peu originaux, il y avait aussi de la traduction en breton, me semble-t-il, non? Alors, non, Nevi non, Kosova était traduit en turc, en serbo-croate, en albanais, en rom. En français, c'était déjà assez Non, suffisant. je parlais d'un festival de films qui avait été sur les films des Balkans, qui avait été aussi une expérience de projet qui avait permis aussi de montrer les activités du courrier par ailleurs pour sensibiliser aux Balkans dans d'autres domaines. Donc je pense évidemment au festival de Douarnenez. Bien. C'était juste un petit coucou sur. Mais Belgzim, qui nous a rejoint un petit peu en cours de route à ce webinaire, tu avais fait le projet avec Laurent. Peut-être qu'on ne t'a pas encore entendu, on n'a pas eu la joie de t'entendre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ou autre chose? Je vais m'accrocher un peu sur Navipay pour peut-être parler conceptuellement un peu plus sur le courrier, ce qui sera une dimension qui est pour moi importante, au moins pour ce que représente le courrier. Enfin, comme il a été dit, je suis pratiquement depuis le début. Et comme ça a été le cas avec Navipay Kosovo, je pense que le courrier, pour moi, souvent, c'est plus qu'un média. Évidemment que la priorité, c'est le contexte journalistique, mais c'est aussi une plateforme d'inclusivité, une plateforme qui rapproche aussi les gens, les ethnies, les langues. Et donc, dans un contexte balkanique depuis 30 ans, c'est très important que le Courrier des Balkans a démontré non seulement qu'on peut en français donc construire et démontrer que le journalisme, c'est une profession, c'est pas un opérateur patriotique, une profession qui divise mais qui rassemble. Donc, à travers le journalisme, on peut dépasser toutes ces différences identitaires. Et d'un autre côté, je pense aussi que c'est très important, c'est aussi la relation avec le monde francophone en dehors des Balkans. Donc, il y a d'un côté, le courrier des Balkans, ça permet aux Balkaniques, disons, si on peut les appeler comme ça, d'avoir une plateforme qui réunit, qui dépasse ces déchirements identitaires et qui essaie de rassembler les gens dans une idée aussi de citoyenneté à travers le journalisme. Mais d'un autre côté aussi, dans le monde francophone, en dehors des Balkans,
avec l'expérience, avec des locaux, disons comme ça a aussi démontré une autre image de stigmatisation qu'il y a eu souvent sur les Balkans. Et ça peut se faire seulement justement avec une équipe non seulement balkanique, mais non seulement française ou francophone non balkanique, quoi. Donc c'est un peu cette synergie, je pense, qu'est l'une de leurs forces du courrier des Balkans. Et encore aujourd'hui, il ne faut pas oublier que même pour les gens qui vivent dans les Balkans, qui sont francophones, je pense que c'est très important d'avoir une telle plateforme parce que souvent les médias, comme on le dit, ils se développent aussi, mais ils peuvent aussi se dégrader, comme on le voit dans plusieurs pays de la région, où souvent on a l'impression que le journalisme était meilleur il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Et dans ce sens-là, je pense que ce genre de journalisme que fait le Courrier des Balkans, il n'est possible seulement si on a justement une telle synergie entre des locaux balkaniques, disons ici, et des personnes qui sont voilà, à Paris, à Genève ou en Belgique. Et justement, les VIP Kosovo faisaient partie de cet esprit, disons. Et je me rappelle quand on travaillait à Prizren, c'est que ça ne se voyait pas seulement comme un projet, disons, classique, comme font souvent certaines plateformes internationales, de mettre un Albanais, un Serbe et un Rome ensemble pour montrer que c'est un projet multiethnique, mais c'était un vrai projet d'inclusivité qui essayait de faire du journalisme au-delà des identités. Et je pense que c'est ça. Et donc, je finis. Je pense que c'est l'une des meilleures expériences. C'est cet esprit du courrier qui me fait rester toujours là. Et en plus, avec l'une de ses forces principales, c'est qu'on a résisté aussi à l'anglais. On est resté en français. Donc voilà. Merci Bexim. C'est important de souligner ça, c'est vrai. Et ce que tu disais tout à l'heure sur la détérioration du climat, notamment par rapport à la presse, par rapport aux médias, par rapport au travail des journalistes, c'est vrai que pour ceux qui sont sur le terrain, on le voit chaque jour. C'est une dégradation qu'on constate aussi en France, le Courrier des Balkans qui est partenaire là, de l'initiative lancée par plus de 80 organisations et médias indépendants en France avec une grande soirée le 30 novembre, donc dans quelques jours à Paris pour alerter, pour proposer des choses concrètes pour essayer d'améliorer la situation des journalistes. Et dans les Balkans, cette situation qui se dégrade ou qui est menacée, on le voit aussi dans le travail des journalistes du Courrier des Balkans au quotidien. Peut-être que Yasna, tu pourrais dire quelque chose toi, sur ta propre expérience au Monténégro, des choses qui t'avaient marqué justement dans ces difficultés qu'on a parfois à faire son métier. Oui, bon, voilà, le métier soit de journaliste que de traducteur n'est pas facile dans les zones comme les Balkans et dans les temps où on vit. Bon, que ce soit au début du Courrier des Balkans, comme on a dit au tout début du webinaire, et même aujourd'hui, on voit des journalistes, qu'ils soient locaux ou internationaux, menacés, jugés. En fait, le Courrier des Balkans en rapporte d'ailleurs souvent. Bon, il n'était pas facile non plus, en fait, côté sécurité, d'être journaliste et de travailler pour le Courrier des Balkans, je dirais, au Monténégro, en fait, dans la région généralement, enfin, des années 80. Je me rappelle par exemple, bon, si le Courrier des Balkans est né à Cetinje, c'est que c'était considéré comme on va dire, un peu zone de liberté par rapport, en fait, une zone de résistance au régime Milosevic à l'époque. Mais dès que vous sortez du petit cercle du vieux Monténégro, ce n'était pas évident. Et en fait, euh, on a beaucoup parlé avec des amis du courrier. Et je me rappelle, mais après, Jean-Arnaud m'écoute attentivement et je sais, comme il faut remonter dans le temps, je me rappelle qu'une fois, donc, avec Sébastien et avec d'autres collègues qui travaillaient pour le courrier. Ils étaient installés à Cetinje, on travaillait, on faisait des traductions, en fait, ils écrivaient et tout, mais ils faisaient un peu le tour de la région, n'est-ce pas? En fait, non seulement dans le Monténégro, mais ils partaient tant que ça pouvait se faire vers la Serbie, en fait, vers d'autres parties du Monténégro. Et je me rappelle qu'une fois, en fait, c'est eux, moi, je n'étais pas participante, mais euh, vous avez été, Jean-Arnaud, contrôlé à la frontière serbe, ou je ne sais plus, en fait, je sais que, en fait, vous avez été considéré un peu qu'en fait, pour qui vous travaillez, on vous a demandé,
après, en Monténégro, c'était difficile de savoir si c'était à un certain moment où nous servions la police monténégrine, qui était pro-monténégrine, donc contrôlée par Djukanovic, pro-indépendantiste, et vous aviez en même temps la présence de l'armée, enfin yougoslave, je ne sais pas si ça avait encore un sens yougoslave, mais en fait de la Serbie et Monténégro à l'époque, sur un même territoire. Donc je sais qu'à un certain checkpoint, vous avez été contrôlé, que vous êtes venu me dire que on vous a bien contrôlé, on vous a demandé même, par exemple, qui j'étais, qui était Persali Grudic, notre autre cher collègue du Monténégro, qui a été aussi pratiquement une des premières traductrices avec moi. Donc, il y avait déjà nos noms. En fait, nous avait fait savoir qu'il y avait nos noms écrits quelque part dans les archives policières. En fait, ils connaissaient nos noms, donc ils savaient qu'on travaillait, on était un peu traîtres. Mais bon, quelque part, ça rencontre cette fameuse devise traduttore traditore, non, n'est-ce pas? Donc, quand on est traducteur, on est du coup en fait douteux dans des zones de conflit, on est toujours douteux de deux côtés parce que vous êtes un peu dans une langue, un peu dans l'autre, vous coopérez avec des étrangers qui ne sont pas très bien vus dans ces périodes par tout le monde. Donc voilà, c'était des périodes où travailler pour le courrier, je ne dirais pas que c'était un risque physique pour moi, mais bon, en même temps, moniteur dont je parlais, donc c'était les premiers articles qu'on avait traduits. Les journalistes des moniteurs à l'époque étaient menacés, on leur mettait des bombes sous les voitures, etc. Donc vous faisiez automatiquement, systématiquement partie d'une communauté qui n'était pas ne se sentait pas très en sécurité. Donc ça, c'est les premiers moments. On n'en est plus dans cette situation, mais il y a toujours des journalistes, des collègues, des personnes qui sont en contact et qui sont amis du Courrier des Balkans et qui puissent se sentir menacés. Donc, Jovo Martinovic, par exemple, on en a beaucoup parlé dans des articles. Voilà, donc c'est des situations qui sont... Est-ce que quelqu'un d'autre voulait rajouter, parler aussi de son expérience par rapport au risque, sachant que notre correspondant en Grèce, Romain Chauvet, n'a pas pu être là avec nous pendant le webinaire ce soir, mais il a aussi très récemment eu des problèmes avec la justice grecque et le Courrier des Balkans le soutient. L'affaire est loin d'être terminée et on est très solidaire avec lui. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur les risques? Très rapidement, j'ai été déclaré persona non grata, c'est en 2017 au sortir des élections en Serbie. Ce n'est pas moi, c'est ma femme qui a reçu un coup de téléphone des services secrets me demandant de me rendre chez eux pour un entretien informatif. C'était aussi la période à laquelle je renouvelais mon visa. Il n'a pas été renouvelé sous prétexte que j'étais, selon le ministère de l'Intérieur, un obstacle à la sécurité nationale. Donc, j'ai décidé de porter l'affaire devant la justice. L'affaire est montée jusqu'au tribunal administratif, qui a en partie donné raison au ministère de l'Intérieur en ce sens que le ministère avait certainement ses raisons de me déclarer obstacle à la sécurité nationale, mais que néanmoins, il devait justifier, il devait apporter des motifs, ce qu'il n'avait pas fait. Le ministère n'a tenu aucun compte de cette décision de justice et m'a signifié qu'en fait, je devais partir d'ici un mois, sauf à continuer la procédure judiciaire. Donc là, j'ai décidé que la plaisanterie avait assez duré. J'ai porté l'affaire en public avec le soutien de journalistes du Courrier des Balkans, bien sûr, de journalistes français, des journaux pour lesquels je travaillais, de journalistes serbes et de Reporters sans frontières. Et l'affaire s'est très, très vite résolue, puisque le jour où le communiqué de RSF est sorti, j'ai reçu un appel du ministère de l'Intérieur me disant que mon visa était prêt et que je n'avais plus qu'à venir le chercher. Mais l'affaire a quand même duré quelques mois et c'est un climat ça crée un climat qui est très difficile, un climat de parano. On ne sait jamais si le téléphone est sur écoute et je pense en ce moment à Romain qui a dû passer par les mêmes épreuves, si on est suivi, si le courrier est lu, etc. Il y a des tas de petits incidents dont il est très facile de créer des liens sans que rien ne soit prouvé.
Je pense que l'exemple le plus frappant est que presque un an, jour pour jour, après avoir reçu mon visa, nous étions au Kosovo avec des journalistes de Vreme. Vreme est un journal indépendant serbe, et nous avions passé de longues heures à interviewer la rédactrice en chef d'un journal de Mitrovica Nord, un journal serbe qui s'appelle Kosef, qui subit également de multiples pressions dans les bureaux de la rédaction. Il y a toujours les impacts de balles Kalachnikov, hein. Et eux non plus n'ont jamais su pourquoi, enfin la police n'a jamais enquêté sur la raison de ces tirs. Selon la police, c'était des tirs festifs qui ont comme par hasard atteint la salle de rédaction du seul journal indépendant de Mitrovica Nord. Et au retour, donc en passant la frontière ou le poste administratif avec la Serbie, notre voiture s'est mise tout d'un coup à flamber. Et on n'a jamais su pourquoi la voiture était en bon état. Il y a eu une enquête qui a duré quelques mois, mais encore une fois, la police a conclu que la voiture avait brûlé pour des raisons inconnues. Donc voilà, je dirais que je suis plus ou moins privilégié en tant que journaliste étranger, mais les pressions sont absolument partout sur mes collègues serbes, et ce n'est pas seulement en Serbie. Je pense qu'à peu près dans tous les pays de la région, le climat se durcit contre les journalistes, que ce soit des pressions individuelles, mais également des pressions financières contre les médias. Également un terrible écho qui a lieu une fois qu'un journaliste est décidé, est considéré comme un traître par les autorités. Il y a tout un appareil médiatique qui travaille à le salir encore plus, mettant leur vie parfois très, très, très en danger. Merci beaucoup, Philippe, pour ces mots, et puis qui bouclent bien d'ailleurs avec ce qu'on disait au tout début. Le Courrier des Balkans a été créé pour soutenir la presse indépendante. Aujourd'hui, nos journalistes, mais les journalistes des Balkans peuvent aussi subir cette pression, et c'est important de pouvoir continuer à défendre l'information et les journalistes. Alors, peut-être pour aller vers des horizons un peu plus heureux, et pour illustrer aussi ce qui fait la force du courrier, je crois, alors j'évoquais tout à l'heure rapidement un festival de films qui avait pu être organisé à Douarnenez, mais qui montre aussi, je crois, une des forces de notre équipe, qui est qu'en fait, on a ici des passionnés de la région, et qui offre une porte, je pense, aussi pour tous les lecteurs, sur des choses qui sont peut-être moins connues, sur la culture des Balkans. Je pense à la littérature, je pense à la musique, je pense aux films, je pense à plein d'autres choses, et peut-être que ici, quelques-uns de l'équipe pourraient aussi témoigner de ce champ de la culture qui fait vivre aussi le courrier, je dirais. Oui, Jacqueline. oui, pour moi, par exemple, qui était assez ignorante de la réalité des Balkans, c'est grâce au courrier que effectivement j'ai découvert, je dois dire, la littérature balkanique, qu'elle soit serbe, qu'elle soit croate, qu'elle soit slovène, qu'elle soit albanaise. Euh, il y avait des écrivains, bon évidemment, Kadare en France est relativement connu, mais au-delà de Kadare, moi, j'ai découvert Ivo Andrić, qui est quand même un très grand de la littérature serbo-croate, et j'en ai découvert plein d'autres. Et j'ai découvert aussi la poésie albanaise. J'ai découvert des tas de choses, et c'est grâce au courrier. Et je pense que je ne suis pas la seule, parce que je ne suis pas la seule ignorante de la littérature serbo-croate, slovène ou roumaine, bien sûr, hein. Et alors là, je voudrais vraiment remercier les amis enfin, du courrier, les traducteurs et les traductrices qui travaillent au courrier des Balkans. Alors, je pense à Chloé en particulier, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui fait de la traduction littéraire, qui ne fait pas que la traduction d'articles, qui fait de la traduction littéraire. C'est grâce à Chloé, à notre amie Chloé, que j'ai découvert Dubravka Ugresic, que j'ai découvert des quantités de jeunes écrivains de la littérature balkanique. Je trouve ça quand même extrêmement important, et je pense que
les traducteurs, il faut remercier les traducteurs qui nous ouvrent des portes sur des mondes qu'on ne connaîtrait jamais sans eux. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, je trouve, de remarquable. Et maintenant, je suis assez calée, sans être experte sur la littérature de cette partie du monde. Et c'est, non seulement j'en suis fière, mais j'en suis heureuse parce que j'ai découvert des petits chefs-d'œuvre littéraires. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et puis alors aussi, je pense à nos amis, je pense à Velibor Čolić, qui lui, maintenant, s'est mis à écrire en français. Donc, la littérature, et écrire dans la langue de l'exil. Et ça, c'est pas rien non plus. Et donc, ça, c'est vraiment des découvertes qui sont évidemment, qui nous transportent de bonheur parce que là, on n'est plus dans l'actualité qui n'est pas très drôle tous les jours. On n'est plus dans l'actualité. On est dans la littérature, on est dans le rêve, on est dans la poésie, on est dans... Voilà, et ça, c'est complètement fabuleux. Et moi, je dis que pour moi, la littérature balkanique, en grand, hein, bien sûr, dans tous les pays balkaniques, si je n'avais pas été liée au Courrier des Balkans, je ne suis pas sûre que j'en connaîtrais autant aujourd'hui. Alors, je voudrais, puisque tu évoques la littérature, on a aussi un spécialiste de la musique balkanique. Alors, quelques mots, Simon, quand même, pour nous parler de balkanophonie. Je me doutais bien que mon tour arriverait pour parler de la musique. Bah oui, oui. Bon, moi, je suis arrivé pour parler des temps très anciens. Je suis arrivé, moi, à un moment particulier. Aujourd'hui, on fête les 25 ans du Courrier des Balkans. Et moi, mon embauche, concrètement, date des 10 ans du Courrier des Balkans, puisqu'une de mes premières missions, ça a été d'organiser le plateau des 10 ans du Courrier des Balkans. Et ensuite, après avoir organisé ce plateau des 10 ans du Courrier des Balkans, ma mission suivante a été d'être embauché pour lancer ce projet de web radio du Courrier des Balkans. On était à la toute fin de l'année 2008 et au début de l'année 2009. Alors, il y a eu toute une série de formations opérées par Raphaël Kraft, un compagnon aussi de route du Courrier des Balkans qu'il est important d'évoquer ce soir, hein, qui collabore beaucoup à la radio, qu'on entend régulièrement sur les antennes de Radio France, Culture ou Inter, et parfois même encore sur Radio France Internationale, quoique maintenant ça fasse partie d'un autre groupe. Et donc, Raphaël a été formé toutes les équipes, et puis on a lancé donc cette web radio qui avait l'ambition de produire des reportages. Alors ça n'a pas tenu très très longtemps parce qu'en fait, nos journalistes au Courrier des Balkans préféraient manier le clavier ou la plume plutôt que l'enregistreur numérique. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi à titre personnel parce que j'ai emmagasiné en rencontrant les différents collaborateurs et collaboratrices du Courrier des Balkans. Je récupérais leurs disques durs et plein de musique des Balkans. J'avais des petites bases modestes. J'avais commencé comme beaucoup de gens qui s'intéressent aux Balkans par les gros classiques. Moi, j'ai grandi dans les années 90 à l'époque où Kusturica et Bregovic produisaient des films, pas à l'appel, mais en tout cas beaucoup et de bonne qualité, bien meilleurs en tout cas qu'aujourd'hui. Ça ne tournait pas en boucle et ça n'avait pas viré au folklore nationaliste. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, j'ai découvert plein de nouvelles musiques, de répertoires très différents, allant des trésors roms qu'a allègrement pillé Bregovic pour créer ses bandes originales, au rock and roll, la new wave des années 80, qui a été une claque phénoménale pour moi. Et puis ensuite, après, en continuant à alimenter Balkanophonie, j'ai découvert aussi des répertoires plus récents, et je pensais notamment à notre collègue Jovana Papovic, qui s'est beaucoup intéressée aux cultures populaires et aux sous-cultures balkaniques, et qui notamment m'a fait découvrir un truc que j'ai trouvé ahurissant, qui était la trappe serbe, hein, avec donc ce rap très auto-tuné qui a émergé au milieu des années 2010, et il y avait une sorte de fausse connexion entre Atlanta et Belgrade, très fantasmée, mais en tout cas qui permettait de créer un rap très no future, finalement très punk dans l'esprit. Donc un peu comme Jacqueline, grâce à toute cette collaboration, toute cette émulation qu'il y a au sein de l'équipe du Courrier des Balkans, moi, ça m'a vachement ouvert l'esprit, et je tiens à dire que
que de fait, dès que j'ai 2 minutes en reportage, les collègues avec qui je pars le savent, j'essaye toujours de passer un moment là où il y a des disquaires dans les Balkans. Alors au début, il y en avait très peu, mais ça commence à réémerger et c'est aussi le symptôme sûrement d'une évolution, peut-être pardon, des Balkans en eux-mêmes, où réémerge une petite classe moyenne, ou en tout cas réémerge peut-être une clientèle venue de l'étranger, capable de se payer des disques que malheureusement beaucoup de Balkaniques n'ont pas les moyens de s'acheter. Donc peut-être la boucle est bouclée sur l'ouverture des Balkans et moi de mon ouverture personnelle à ces cultures balkaniques. Je voudrais enfin saluer, parce qu'il n'est pas là, mais Nicolas Radic, qui lui est notre spécialiste cinéma. Alors il y a toujours eu du cinéma dans le courrier des Balkans, mais lui a sûrement porté l'importance à ce septième art à un niveau jamais égalé jusque-là. Voilà, et grâce à Nicolas, on a évoqué plein de films, des classiques, mais aussi de nouveaux talents. Donc le courrier des Balkans, c'est oui, toutes les cultures, littérature, musique, cinéma. Un peu moins art plastique, on est moins bon, mais on essaye quand même de parler des nouveaux talents. Et je me rappelle, il y a quelques années, on avait notamment beaucoup parlé de l'expo événement de Marina Abramovic à Belgrade, mais on essaye aussi d'évoquer de ces nouveaux talents. Et je me rappelle d'avoir été alerté, on était Florentin et moi à la rédaction chef par Yasna, sur Dante Bou, qui était ce représentant gay et bosniaque du Monténégro à la Biennale de Venise. Donc voilà, on essaye aussi de témoigner de ces nouveaux créateurs et de ces nouvelles créatrices qui portent haut l'étendard des Balkans à l'international. Voilà. Merci en tout cas pour la question, Amael. On va peut-être essayer de clôturer ce webinaire parce que le temps a passé et on a même un petit peu dépassé. Désolée pour ceux qui nous écoutent. Une dernière petite question qu'on pourrait poser sur comment on peut voir l'avenir de la région, l'avenir des Balkans concrètement. Peut-être que Julie, toi qui fais un projet justement qui parle un peu de cet avenir à court terme, tu peux dire quelques mots qui permettraient de finir ce webinaire sur les 25 ans du courrier. Oui, du coup, le gros événement à venir au Kosovo, c'est la libéralisation des visas. Donc, au 1er janvier 2024. À titre anecdotique, quand ça a été annoncé, donc le 19 avril, j'étais dans un bar à Pristina du centre et il y avait vraiment une euphorie. Les serveurs ont commencé à boire des shots de raki pour tout le monde et à danser sur des airs albanais. Donc, il y avait vraiment une ambiance festive. Qui traduit aussi le début d'une nouvelle liberté, la liberté de mouvement, et qui aussi met fin aux procédures de visa onéreuses et humiliantes. D'ailleurs, il y a eu un article, il me semble que Simon a traduit de Kosovo 2.0 qui retrace justement avec beaucoup de témoignages toutes ces procédures qui sont assez énormes. Donc pour parler de cet événement, on fait une série de portraits en ce moment avec le Courrier des Balkans, donc en interviewant des citoyens du Kosovo, principalement Mitrovica, mais pas que Mitrovica. Donc, on essaie vraiment d'avoir une diversité de communautés, donc aussi bien serbes, roms, ashkélis, égyptiens, albanais, pour essayer un petit peu de comprendre les ressentis, les émotions à propos de cet événement, mais aussi les blocages ou les craintes que ça peut causer pour le Kosovo, notamment celui de l'exode. Donc voilà, c'est des questions qui vont être au cœur du cours et des Balkans pendant les prochaines semaines à venir et qu'on essaiera aussi d'analyser après cette libéralisation pour comprendre les effets que ça a eu directement sur le Kosovo. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que il est peut-être venu le temps de clore et je remercie tout le monde toute l'équipe pour avoir été présent et y compris les absents. Euh, je vois que les nouvelles questions avaient été posées, mais je crois que c'était sur des questions qu'on avait déjà un peu abordées sur les questions d'immigration. Et effectivement, sur le site, vous retrouverez beaucoup d'éléments sur ces questions. Peut-être, Marion, est-ce que ou quelqu'un aurait quelque chose à rajouter, peut-être?
Moi, je veux bien terminer peut-être sur les perspectives du Courrier des Balkans, parce qu'en fait, en 25 ans, on voit bien une vraie évolution des thématiques. Laurent, Jean-Arnaud, Jacqueline ont parlé de cette après-guerre, Yasna aussi, comment au début du Courrier des Balkans, la question de la guerre et du sortir de la guerre a été primordiale. On a beaucoup traité de la question des crimes de guerre, des criminels de guerre, la justice transitionnelle, et on note euh, que le Courrier des Balkans, comme les Balkans, se sont aussi réinventés avec de nouvelles thématiques qui se sont imposées dans le débat dans les Balkans. Et je pense principalement à deux thématiques essentielles qui sont au cœur, outre la question des réfugiés dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a deux thématiques qui pour moi sont aujourd'hui au cœur de l'ADN du Courrier des Balkans. Julie, d'ailleurs, a écrit des papiers sur ces questions-là. C'est les questions de féminisme, de libération de la parole des femmes, mais aussi des minorités sexuelles. Il y a aussi quelque chose d'important au courrier qui a été toujours de donner la parole aux minorités et aux questions, je parlais d'exil et d'identité, et puis l'autre question qui est primordiale et qui est très importante aujourd'hui, où s'ouvre la COP28, ce sont les questions écologiques et de changement climatique. Et le Courrier des Balkans essaye aussi d'amener toujours de nouvelles thématiques, d'être au cœur des débats qui agitent les sociétés des Balkans. Et on voit bien, en 25 ans d'histoire, une évolution dans les thématiques traitées par le Courrier des Balkans. Et je crois que c'est le signe d'un journal qui regarde toujours vers l'avant et qui ne cessera jamais de naviguer entre ces retours en arrière, parce que le passé écrit l'avenir. Voilà, donc du coup, c'était ça un petit peu mon mot de conclusion si j'en avais un. Voilà. Merci Simon, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire ou d'y avoir participé pour l'équipe du Courrier des Balkans. Ça fait plaisir de se réunir un peu tous. On vous dit au revoir pour ce soir. À très bientôt sur le site ou lors de prochains événements et une bonne soirée à tout le monde.